monsieur. Bonjour, c'est moi, Antoine, des Fermes des Hommes. Ah oui, c'est vous. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je vais vous prendre une baguette et 2 croissants, s'il vous plaît. Nathalie, il reste des croissants. Non, il y en a plus, madame. Ah, désolé, monsieur, plus de croissants. Par contre, pour la baguette, vous voulez de la normale ou de la bio? Ouais, je vais prendre de la bio. C'est 20 centimes de plus. On doit tous faire un petit quelque chose pour la planète. 20 centimes. Alors tu t'enfonces avec ta précieuse baguette à toute allure dans la jungle urbaine, avec le sentiment du devoir bien fait. Tout ça grâce à ce label bio. Hein? Mais ça c'est le yaourt au bifidus actif, t'es débile ou quoi? Ah, mais c'est pas la même chose. Un label garantissant un produit sans OGM et contenant au moins 95% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Un type d'agriculture dont le terme s'est progressivement démocratisé durant la fin du XXe siècle en réponse à l'agriculture conventionnelle intensive qui avait été instaurée en sortie des 2 guerres mondiales avec l'aide de la PAC sous Charles de Gaulle. Avec ce modèle, nous produirons plus. Nos pesticides feront la peau aux pucerons. Voilà, bon, c'est possible qu'en conséquence, nous contractons des cancers. Un modèle conçu pour pallier au manque de ressources humaines d'après-guerre et qui consistait à mécaniser les moyens de production, augmenter la taille des surfaces cultivées, mais aussi avoir recours aux nouvelles technologies de l'époque comme les engrais ou pesticides de synthèse. Cette stratégie de production qui avait du sens à une époque en France est donc depuis une trentaine d'années partiellement remplacée de plus en plus rapidement de par la demande croissante de la population pour des produits bio. Entre 2005 et 2020, le nombre de fermes bio a été multiplié par 5 et entre 2015 et 2020, le nombre de surfaces cultivées bio a doublé, faisant de la France le pays avec la plus grande surface en bio d'Europe. Un marché donc en pleine croissance, ce qui pousse de grands industriels à chercher à obtenir ce label AB. Un label qui est dans la bonne direction mais qui contient des failles. L'aspect éthique ou le niveau de localité n'est pas pris en compte. L'élargissement du marché demande un bio à prix abordable, ce qui amène des investisseurs à avoir recours à de grandes monocultures menant à un appauvrissement des sols et qui du coup nécessite l'usage d'engrais ou de pesticides faisant partie d'une liste approuvée assez laxe dont fait partie par exemple le cuivre. Je vais vous parler du cuivre. Élément naturel certes, mais non biodégradable et toxique pour l'environnement. Un label n'étant pas des plus stricts dans son cahier des charges donc, et qu'il est devenu encore moins en s'alignant en 2009 avec le label équivalent européen, modèle encore moins strict. Mais d'autres labels existent avec des conduites de bonnes pratiques plus variées et strictes. Labels comme Déméter, EcoCert ou encore Nature et Progrès qui existaient avant même le label bio AB. Alors avec toutes ces histoires de labels, de bio, de conventionnel, on a décidé de se rendre au village de Calin. T'es sûr ça se prononce comme ça? Nope. Un village au milieu des Landes où l'on a pu rencontrer Mao et Nicolas, un couple de jeunes maraîchers qui avaient justement pris la décision de ne pas s'inscrire au label bio et qui menaient un modèle de culture plus en respect avec leurs valeurs et celles de leur environnement. Notre rencontre fut encore plus dans le thème du fait que le père de Mao, que l'on rencontra aussi, était depuis 30 ans un cultivateur de maïs en conventionnel. Ce qui nous permit de voir en une journée un peu de ces 2 faces d'une même pièce qui composent le paysage de notre agriculture en France. Ok, je vais lancer la pièce. Ok, d'accord. Faites vos jeux. Allez. C'est bon, c'est fait. Ah bah c'est encore l'agriculteur qui a gagné hein. Pardon? Non, c'est vraiment n'importe quoi. Désolé les gars. On vous a dit c'était les 2 faces d'une même pièce, vous écoutez pas aussi là. Salut, et disons que ça deviendrait presque un événement bimensuel, ça va être un peu compliqué. Donc du coup, on n'est pas tombé dans un fossé en partant de chez Serge. On a pédalé pendant très longtemps en traversant des zones où il y avait vraiment rien du tout pour enfin arriver à Calin très tard le soir où l'on a dormi dans le jardin municipal. Bienvenue dans la ville de Calin. Et donc le lendemain, on est allé chez Nicolas et Mao qui habitent dans une zone quasi inaccessible. Mais genre vraiment caché quoi. Dans un scénario à la The Walking Dead, aucune chance qu'un zombie te trouve quoi. C'est vraiment paumé. On les retrouve à la table de leur maison qui est juste devant leur exploitation.
Alors, Et là, ils nous expliquent comment ils ont commencé leur ferme. là c'est là où j'ai grandi. Donc on avait déjà le terrain, ça a été un gros avantage, c'est vrai. Pour ceux qui veulent s'installer, trouver un terrain, c'est la galère. Moi je savais que j'avais envie d'en faire quelque chose, mais je savais pas quoi. Recréer un peu de la vie ici. Donc, Mao n'avait que 24 ans à l'époque de l'interview. Elle a quitté le lycée pour commencer à travailler et ça lui a pas plu. Mais ça m'a pas trop réussi, c'était trop en ville pour moi. Je commençais à repenser à venir faire quelque chose ici, mais je savais pas vraiment quoi. Alors Au départ, elle pensait en faire un écolieu, mais elle s'est vite rendue compte que la vie en communauté ne lui convenait pas forcément. juste une coloc, ça m'a suffi à comprendre. Alors, elle a rencontré Nicolas, qui ne vient pas du tout du milieu de l'agriculture, Et moi j'étais cuisinier avant, pendant 8 ans. mais le milieu a un peu commencé à le dégoûter, de même que la société de manière générale. Je trouvais l'aberration dans ce système, quoi. Quand tu commences à creuser un peu tout, on marche sur la tête. L'humanité doit revenir à une vie beaucoup plus simple. J'avais envie d'un retour un peu plus aux sources, une vie un peu plus à la cool ou quoi, tu vois. Et puis après j'ai rencontré Mao. Et voilà, à la base vraiment le projet, voilà, c'est l'autonomie pour nous et moins dépendre du système entre guillemets. À la recherche de cette autonomie, ils ont suivi ensemble des petites formations. On a fait des formations avant de s'installer, ouais. On n'a pas fait le diplôme sur 1 an ou 2 ans. Le diplôme, disons que sur 1 an, tu vas tourner autour du pot pendant 11 mois et tu auras 1 mois qui sera intéressant, qui va te convenir. Quoi. Tu vois ce que... Par contre, tu es obligé d'avoir le diplôme si tu veux t'installer avec les aides. Mais vous, du coup, vous avez pas d'aide? Non, les aides, c'est des aides entre guillemets. Et si sortir un SMIC au bout de 5 ans, si jamais tu le sors pas, tu rends tes aides. Mais grâce à l'aide de leur famille et du fait qu'ils avaient déjà un terrain à disposition, Donc ça fait qu'on n'a pas eu besoin de banque et d'aide. ce qui leur a permis de créer cette exploitation et de commencer à distribuer des paniers de légumes l'hiver avant notre arrivée. Voilà, donc on fonctionne sur des planches permanentes. Sympa le dispositif là, comme ça. Ouais, il faut quand même, parce qu'au milieu, t'as vu comment ça flanche. C'est énorme. Ils nous expliquent que c'est un métier dur, On a beau être sur même pas un demi-hectare, je peux te dire que c'est pas micro le taf qu'il y a à faire. surtout dans un milieu comme les Landes où la terre est vraiment très pauvre. Le sol landais est pauvre, il est très pauvre. C'est pauvre, Pauvre. il faut mailler. Donc voilà, c'est des métiers qui sont très durs. Ça t'entretient, il n'y a plus besoin d'aller à la salle de sport, il n'y a plus besoin d'aller faire des UV. Leurs débuts ont été assez rudes et moins de 4 mois avant notre arrivée, ils avaient déjà failli mettre la clé sous la porte. Et on a été victime d'énormes inondations. C'était la crue centenale de l'Aller et on s'est fait inonder. On avait plus d'1 mètre dans le champ, 20 cm dans la maison. Ah ouais. Ça, c'est jamais arrivé quoi. Le premier trait là, sur la bâche, c'était là. Ok. Le niveau de l'eau. Et ils ont dû lever une cagnotte de plus de 10 000 € pour sauver leur ferme parce qu'ils ne touchent pas d'aide. Donc il n'y avait pas trop d'autres moyens quoi. Malgré tout, c'est un métier qui est vachement gratifiant et super stimulant intellectuellement, peut-être plus que pas mal de boulot de bureau. Un métier où on remplit plusieurs fonctions. Tu gères tout un peu de A à Z, quoi. Tu fais ta compta, tu fais ton administratif, tu fais tes récoltes, tu fais ta production, tu fais tes suivis de culture, tu fais tes livraisons, tu fais tout en fait quoi. C'est des milliers de métiers réunis en un seul quoi. L'avantage c'est que c'est pas lassant quoi. Le projet de Nicolas et Mao, c'était surtout d'atteindre une indépendance alimentaire en premier lieu. Enfin, moi j'aimerais bien pousser le truc un peu plus loin, du coup vu que ça c'est un ancien moulin, c'était un moulin à farine, mais on a rencontré un technicien qui est venu là, la semaine dernière de l'ALER. Si on veut en gros un jour remettre le moulin en marche pour faire de l'électricité, ça serait trop bien. Et s'ils pouvaient faire peut-être un petit billet en plus de ça, et bah alors c'était bénef. Et en vue de la quantité de nourriture qu'ils arrivaient à produire avec ce demi-hectare, on a mieux compris le terme optimisation et à quel point il y avait une incohérence dans la manière dont la PAC distribuait ses aides. Oh, Pétio, la PAC, t'as toujours pas expliqué ce que c'est. Ah oui, c'est vrai. Ok, alors. La PAC, en 20 secondes. Ça va être compliqué. La PAC, système créé par l'Union Européenne dans les années 60 qui fournit des aides aux agriculteurs pour subventionner les aliments qu'ils produisent, entre autres. Ce qui fait que ta pomme de Monoprix vaut pas si cher que ça. Et ça, c'est un tiers du budget de l'UE. Là, je dis l'incohérence des aides de la PAC parce que la PAC fournit des aides proportionnellement à la surface cultivable et non au rendement. T'as une grosse ferme de céréales, boum, plein d'argent. T'as une petite ferme, boum, un peu moins d'argent. Bon, du coup, on parlait du modèle de culture de Mao et Nicolas. Et ce type de culture, de manière générale, paye mieux l'exploitant. Les investissements sont moins lourds, il n'y a pas besoin d'acheter un énorme tracteur. Ça fait un peu karting. Et c'est aussi intéressant parce qu'il crée beaucoup plus d'emplois proportionnellement à la surface cultivée. Tu peux reprendre des modèles comme ça d'agriculture comme sur 1 hectare, tu crées 2, 3, 4 emplois. Tu fais de la valeur ajoutée. À l'inverse d'un agriculteur en conventionnel qui est souvent seul à s'occuper d'une 50aine d'hectares. Situation qui avait été et était toujours vécue par le père de Mao. Un cultivateur de maïs en conventionnel. Allez, c'est bon. Absolument dégueulasse. Un métier qu'il a rejoint en 1980 en reprenant l'exploitation de son père, juste après son service militaire. Quand
cher ça en fait. Il avait essayé de signer des contrats de légumes, mais du fait des problèmes d'argent de son père, il a viré pour un produit plus adapté à la région, le maïs. Tout à 100 mètres d'argile, donc de toute façon cette eau... On a découvert l'installation gigantesque et ultra complexe de son exploitation. De se dire que Laurent gère ça presque tout seul, c'est vraiment assez impressionnant. Ça te montre le pouvoir de la mécanisation, des technologies qui sont disponibles à notre époque. Du coup, presque tout est automatisé. Il y a énormément de facteurs qui sont contrôlés par des algorithmes qui sont fournis par l'INRA, comme par exemple l'arrosage, qui est calculé selon l'hydrométrie des dernières semaines, l'ensoleillement, etc. À y regarder de plus près, le métier de Laurent se définit plutôt comme un rôle de maintenance, de manager de machine. On va au fond, reprend le tout pour l'envoyer dans le pivot. Ce rôle de maintenance n'est pas tout le temps facile. Il nous avait raconté une anecdote qui lui était arrivée. Il y avait une année qui se déroulait un peu comme les autres, mais à un moment il s'est rendu compte que ce niveau de rendement était un peu plus faible que d'habitude. Et du coup, pour essayer un peu de comprendre pourquoi, il a ramené des experts sur son exploitation. Et les mecs sont revenus et lui ont dit il semblerait qu'il y a 1 millier de cochons qui vient tous les soirs bouffer la moitié de ton maïs. Laurent, il est en mode oh. En fait, il y a un camp militaire à Vol-d'Oiseau, c'est à 3 km d'ici. Et c'est une zone qui est très peu chassée. Et du coup, comme il n'y avait jamais de battue organisée dans cette zone, les cochons se multipliaient et pullulaient, ce qui faisait qu'ils pouvaient arriver en meute. Dans tous les cas, ils m'ont bouffé un tiers de ma récolte quand même. Il nous parlait aussi de la gestion de l'eau, qui est une question de plus en plus importante, avec la durée des sécheresses qui augmente. Les grands cultivateurs de la région creusent des forages profonds dans le sol. Ils partagent des fois la nappe phréatique avec l'eau publique, ce qui fait qu'ils sont parfois sujets à des arrêtés préfectoraux de la région pendant l'été, leur coupant le robinet assez brutalement. Elle est bonne l'eau là? Un métier dont Laurent commençait à avoir de plus en plus de mal à gérer tout seul. 1, parce que les 2 salariés qu'il employait étaient partis en retraite. Et 2, parce que ça faisait déjà quelques années qu'il était plus totalement valide physiquement. Une vis, c'est un écrou. Ouais. Tu peux pas? On peut demander comment tu t'es fait ça? Dans la moissonneuse batteuse. Il y a un accident assez horrible qui lui est arrivé sur son lieu de travail. En gros, il y a un saisonnier qui travaillait pour lui, à qui il a fait confiance. Il lui a demandé de l'aide pour réparer une moissonneuse batteuse. Du coup, pour ça, il avait mis ses mains dans les rouages, et enfin dans les zones qui coupent, pendant que le saisonnier était aux commandes. Et il lui a donné un ordre que le gars a mal compris en fait, ce qui a fait qu'il a compris actionne le moteur. Et du coup, Laurent avait encore sa main dans la machine, ce qui a fait qu'il a perdu son bras ce jour-là. Et le gars il te dit ouais. Et en fait il s'en va. Et 2 minutes après il te montre un bras. Et on pense au métier d'agriculteur comme étant un métier ultra manuel, mais le mec avec un bras en moins, il arrive à gérer une 50aine d'hectares de maïs. Le niveau d'automatisation permet ça C'est pas... Ouais, la bonnette n'est pas micro. Ouais voilà, super. Non, s'il te plaît. La rencontre de Mao et Nicolas ainsi que de Laurent nous a pris vraiment beaucoup en peu de temps, du fait de la proximité de ces expériences si différentes, ce qui nous permet vraiment de déceler les incohérences du modèle dans lequel travaillait Laurent. Modèle ancien, complexe, productif certes, mais court-termiste de nature. Mais de faire face à ce qui se passe en moyenne sur 10 ans, non, tu te fais baiser. Là, cette année, ça commence à devenir un peu compliqué parce qu'il n'a pas plu depuis 1 mois et demi. Et d'un autre côté, on a pu voir cette approche de l'agriculture de Nicolas et Mao, plus respectueuse et en accord avec une idéologie, sur un terrain plus petit et donc plus contrôlable, mais où on est assez seul, confronté aux éléments, du fait qu'il y a moins d'aide, moins de support extérieur de l'État. Quelque chose en off. Comme ça fait presque 2 ans qu'on les a interviewés, j'ai voulu prendre un peu des nouvelles, de voir comment ils allaient, de voir ce qu'était devenu la ferme du Moulin Neuf, qui est le nom de leur ferme. De nouvelles crues ont touché l'exploitation l'année dernière, et du coup ils ont mis en pause leur projet depuis février 2021, le temps de réfléchir à de nouveaux aménagements. Malgré toutes leurs galères, Mao et Nicolas espéraient vraiment que plus de Français leur emboîtent le pas. On sent depuis quelques années un nouvel engouement pour ce genre de métier. Alors c'est peut-être juste de nouveau un effet de mode, un mouvement néo-rural qui peine à s'installer par manque d'expérience. Mais on ne vit plus à la même époque. Alors qui sait ?
Voilà, donc cet épisode est terminé, comme vous pouvez le deviner, parce que je suis à genoux. J'espère que vous l'avez trouvé instructif. En tout cas, il a été très instructif à réaliser. Le prochain épisode sera malheureusement le dernier. Et oui, c'est triste. Bah ouais, tu crois que j'allais faire ça toute l'année? Et il sera assez complet, avec 3 différents exploitants dans une même vidéo. Donc ça va être un peu galère à faire, je pense. Le point commun entre eux est qu'ils se situent tous au Pays Basque, qui a été la dernière étape de notre voyage. On a vraiment vécu des trucs surprenants, drôles et instructifs, dans l'ordre ou pas. Alors j'espère que vous ne le raterez pas. Puis c'est le dernier en plus, alors bon, si vous le ratez, c'est vraiment dommage. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous allez passer une bonne journée, évidemment, comme d'habitude. Et puis voilà, je sais vraiment pas comment j'ai réussi à caler ce truc. Et puis on se voit pour le prochain épisode. Je commence à avoir extrêmement mal au genou. Bisous, bisous.